Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Et non, ce n'est pas la voix de Marc-André Fortin que vous entendez, mais bien celle d'Abdou Sall, de retour après, je sais pas quoi, 3 semaines à peu près en absence parce que je viens de terminer en quelque sorte mon déménagement. Alors, je suis tellement content d'avoir mon propre bureau, en fait, non seulement mon propre bureau, mais ma propre demeure. Et en plus, bon, si vous entendez un peu d'écho, c'est parce que je suis dans mon salon et non dans ma chambre. Alors, il y a bien des choses qui ont changé. Et Dieu merci, j'étais absent lors du Grand Prix de Grande-Bretagne parce que, mon Dieu, que c'était... À l'image de Montréal-Nord, et je m'excuse à tous ceux qui nous écoutent et qui vivent dans l'Est de Montréal, mais c'était très houleux. Un peu comme les feux d'artifice qui avaient explosé en arrière de chez moi depuis plus d'un an et que j'étais plus capable. Bref, assez parlé de déménagement, on va parler de carnage, parlant de carnage et de feux d'artifice parce que ça a explosé au Hungaroring. Et pour en parler, je parle avec celui qui m'a remplacé à l'animation, nul autre que le jeune Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou, quel plaisir de réentendre ta voix. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ben, d'abord, je dois dire un grand merci à toi d'avoir tenu la baraque. Tu as très bien fait ça. Et surtout le dernier épisode, évidemment, je le répète, on s'en est parlé durant dans la conversation. On n'est vraiment pas d'accord avec ce qui s'est passé à Silverstone. Mais l'important, on respecte tous les deux notre opinion et on est capable de vivre avec. C'est ça. Au moins, nous, on a évité d'avoir une guerre civile au bulletin GP. Donc, non, moi, c'est une bonne nouvelle. On a respecté nos opinions. Et disons, au moins, ça c'est pas... Il y a eu le clan Hamilton, il y a eu le clan Verstappen aussi. Alors, mais on est... Et ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est sûr. Ah ouais, parce que Silverstone, ça a été un point tournant durant cette saison. Et celui du Grand Prix de Hongrie l'est encore plus. Aïe, aïe, aïe. Écoute, je sais même pas, honnêtement, Marc-André, je vais être très honnête. Je sais même pas par où commencer. Parce qu'il y a eu tellement de trucs. Il y a eu tellement de moments qui se sont passés durant ce Grand Prix. Alors, écoute, j'avais mis ça sur Twitter, j'ai dit, c'est mon dernier Grand Prix à Montréal-Nord. J'espère que ce sera excitant. J'ai été servi, s'il vous plaît, en tout cas. Du moins, au début et à la fin, le milieu, pour moi, a été un peu plate, un peu ennuyeux. Je cherchais un peu ma source d'excitation, mais vraiment à la fin, avec la guerre entre Hamilton et Alonso, deux anciens champions et actuels champions, c'était du bonbon, honnêtement. Mais on pourrait commencer par le début. Tout ça a commencé par un moment important qui est la boule de quilles nommée Valtteri Bottas. Ben, écoute, avant de commencer par ce bowling, écoute, c'était drôle, les mimes de bowling, mais là, je pense que ça va être assez. Écoute, on va commencer par ce qu'on fait normalement avec l'émission d'après-course, c'est-à-dire les performances, contre-performances et moments cocasses. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des moments cocasses. Alors, Marc-André, je vais te laisser commencer. Écoute, il y en a eu. Disons, mon pilote qui est ressorti dans ma tête, c'est un Fernando Alonso. Ouais. Bon, oui, son coéquipier a gagné la course. Je dirais pas par défaut, là, ça a été une excellente course pour Esteban Ocon, mais je trouve que la performance d'Alonso, pour moi, a été meilleure. C'est un gars qui, justement, a 42 ans, ressort... 40. Fais-le pas vieillir. 40 ans. C'est un pilote qui ressort d'une certaine retraite, là. Il continue à faire de la course automobile, mais c'est un retour en Formule 1. Et de le voir aussi en forme, capable de se battre encore de cette manière-là, sur un circuit qui est vraiment pas facile, sur un circuit qui est étouffant, qui est essoufflant aussi. Donc, j'ai trouvé que sa performance était à ressortir justement pour toutes ces raisons-là. Ça reste que pour Alpine, ça a été des gros points.
Et ça va être jusqu'à la fin de la saison de gros points amassés. Une belle performance de Esteban Ocon qui est à ressortir également. Oui, et il faut préciser aussi que c'est la première victoire d'un pilote français dans une écurie française avec un moteur français depuis Alain Prost au Grand Prix d'Australie 1983, si je me trompe pas, alors que il avait gagné avec Renault. Une belle victoire méritée, même si, vous le savez, Ocon, je ne le porte pas beaucoup dans mon cœur. Ce n'est pas un pilote qui vient me chercher, mais bon, bravo à lui, honnêtement, il s'est ressorti une belle course, comme Pierre Gasly en Italie, et il a réussi à ressortir gagnant d'une course un peu rocambolesque. Donc, c'est tout en son honneur. Maintenant, ça ne fait pas oublier les mauvaises performances qu'il a eues dans la saison. C'est un 25 points qui est très important, vous allez me dire. Mais quand même, il va devoir réussir à continuer dans une constance hors pair pour être reconnu, pour ma part, comme un pilote qui est marquant. Ça. Oui, effectivement. Et ça c'est mon ordi qui me dit allô. Il faut aussi préciser que Esteban Ocon devient le premier pilote coéquipier de Fernando Alonso à gagner un Grand Prix de Formule 1 depuis Lewis Hamilton au Grand Prix du Japon 2007 à Fuji. Ça fait longtemps. C'est fou. C'est fou. Donc, t'imagines, depuis le moment où Hamilton a gagné sous la pluie à Fuji, personne d'autre n'a réussi à gagner un Grand Prix en étant coéquipier d'Alonso. Donc, Ocon en a vraiment profité. Sinon, quelle a été ta contre-performance du jour? J'irai avec... Il y en a eu quelques-unes, mais j'irai avec Bottas, qui vraiment a fait une erreur de débutant, une erreur qu'un aguerri pilote comme Bottas ne peut pas faire. Je sais que Toto Wolff relevait que c'était sa première faute dans un premier tour, si je me trompe pas. Là, j'ai pas vérifié l'information, fait que ça se peut que ce soit seulement une stratégie de marketing, là, de communication de la part de Mercedes. Donc, ça sera confirmé, bien sûr. Mais, je peux excuse-moi de te couper, je peux te le dire tout de suite. En 2016, il a frappé celui qui allait devenir son coéquipier au Grand Prix de Bahreïn. Il s'est pris une pénalité pour cela. Donc, alors qu'il était chez Williams. C'est peut-être chez Mercedes. Mais tout ça pour dire que, honnêtement, c'était une erreur inacceptable de sa part. Ouais. Il fallait qu'il sache que la chaussée était mouillée, que les freins ne réagissent pas totalement pareil. J'ai regardé souvent la reprise pour voir un peu si Norris était pas en cause. Au début, je trouvais que Norris s'était peut-être arrêté un petit peu, avait freiné un petit peu tardivement, mais finalement, vraiment, il a continué sa course comme il le fait habituellement, donc Bottas est complètement en cause et c'est la raison pour laquelle il a 5 positions de pénalité lors du prochain Grand Prix en Belgique. J'ai été déçu, écoute, ça a gâché les courses de nombreux pilotes. Un Max Verstappen qui a ressorti quand même assez bien, on va se le dire, avec une demi-voiture comme on l'a vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous savez que l'aérodynamisme, ça fait beaucoup de choses, puis quand il te manque un morceau, que ce soit un petit morceau d'1 centimètre, ça peut faire la différence. Donc, son aérodynamisme à gauche soit complètement arraché, qu'il ait réussi à entrer dans les points, c'est déjà une victoire pour Max Verstappen dans ces conditions. Donc, lui en est ressorti gagnant, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, comme Perez ou Norris, qui n'ont pas eu la même chance. Ouais, et on parle de Bottas, mais on va reparler de toute façon, mais Bottas et Stroll, disons... ont très mal paru lors de ce départ monstre. Et as-tu un moment cocasse? Parce que je pense qu'il y en a eu quelques-uns. J'en ai eu quelques-uns. J'ai relevé l'extraordinaire performance encore de Julien Febvreau lorsqu'un Français remporte une course. Il te sort des commentaires extraordinaires avec une énergie et une passion hors pair. Et c'était peut-être pas rigolo, mais chapeau à Julien Febvreau. Il a ressorti vraiment une grande performance. Ouais, accélère, part 2. Alors, non, vraiment,
quand un Français gagne un Grand Prix, ben quand quelqu'un de ton pays remporte un Grand Prix, évidemment, on pourrait dire c'est du chauvinisme, mais non, ça ne l'est pas. C'est juste parce que on est dans l'émotion, c'est ça le sport. Exact. Surtout qu'on est en période olympique en plus, donc on est vraiment plus du côté de la nation. On est tous derrière les athlètes qui participent aux compétitions pour aller chercher une médaille. Alors qu'en Formule 1, ben évidemment, c'est une question d'écurie, mais comme on le voit avec Max Verstappen, ou bien même ici quand Lance Stroll a obtenu sa pole position, ça fait la nation une. Derrière. C'est ça fait la nation est derrière. Puis d'ailleurs, il a fait la une du quotidien L'Équipe après sa victoire, surtout en période olympique. Alors c'est tout un exploit. Puis Julien Febvreau, oui, j'ai écouté le clip en question, c'est exceptionnel. Moi, de mon côté, la performance du jour, ben, je l'ai donnée par défaut. Ben, à Esteban Ocon, mais à Alpine en général pour, évidemment, Ocon qui a évité le carnage causé par Bottas et son ami Stroll, et aussi Fernando Alonso pour, en fait, sa conduite en général. Oui, son duel contre Lewis Hamilton, ça va être un des faits marquants de cette saison. Et il y en a eu beaucoup, mais ça, c'est un gros fait marquant parce que ce sont deux des meilleurs pilotes au monde qui se sont affrontés. Alors, moi, je pense que Alonso en est bien sorti. Il aurait peut-être pu monter sur le podium, je pense. Mais évidemment, tout ça a été un peu contrecarré par les plans avec Lewis Hamilton qui s'est arrêté. Donc, non, j'étais vraiment satisfait de la course de Alpine. Et écoute, 37 points pour le moment. Je dis bien 37 parce qu'évidemment, avec la disqualification de Sébastien Vettel, il y a eu, évidemment, on parle bon, c'est 2 points de plus, mais who knows, mais ça peut être très important pour le championnat. Contre-performance, je veux bien abonder dans le cas Bottas et Stroll, mais Alfa Romeo, on n'en parle pas souvent dans le podcast depuis le début de la saison, mais Alfa Romeo, ça a été très difficile en fin de semaine. Les deux pilotes se sont pris des pénalités, un pour excès de vitesse dans la ligne d'appui, un autre pour sortie des puits dangereuses, le pauvre Nikita Mazepin. Jamais j'aurais cru dire pauvre et Nikita Mazepin dans la même phrase. Mais maintenant fait. C'est maintenant fait. On enregistre, on met ça au calendrier. C'est ça. Donc, en ce 3 août, au moment où on enregistre, mais oui, en fait, Mazepin a été très malchanceux, en fait. La sortie dangereuse de Raikkonen, c'était complètement évité. Et ça, c'était pendant la partie où tout le monde s'est arrêté pour justement chausser les pneus slick à la relance, qui est d'ailleurs mon moment cocasse. Qui, en 2021, ça aurait été un moment 2020, ça, mais de voir une voiture sur la grille de départ pour un départ arrêté, on n'a jamais vu ça. Évidemment, on a eu le chaos du Grand Prix des États-Unis 2005 à Indianapolis, où il y a eu 6 voitures qui ont pris part à la course au complet. Mais de voir une voiture sur la grille de départ, ça appartient au livre d'histoire. C'est malade. Moi, j'ai adoré les commentaires de Pierre Roux et Bertrand Houle. C'était un moment un peu bizarre où on savait qu'il y allait avoir beaucoup de pilotes qui allaient entrer, mais on savait pas jusqu'à quel point il allait en avoir. Et il y a eu ce 10 secondes où on a réalisé que, OK, Hamilton allait bel et bien être tout seul sur la ligne de départ. C'était magique, honnêtement. Oui. C'était extraordinaire. Les roues s'éteignent et Hamilton roule. Oh mon Dieu, j'ai tellement ri, là. Je pense que j'ai mis ça en repeat. Il faut absolument que RDS conserve ce chef-d'œuvre. Je l'ai même pas en enregistrement. Il faudrait que j'essaye de retrouver ça parce que c'est un moment qui restera gravé dans mon souvenir. C'est
c'est sûr. C'était épique. Et puis, imagine si Hamilton, d'abord, c'était une erreur stratégique de Mercedes, on va se le dire. Mais le simple fait que, Hamilton soit le seul, et le pire, c'est que, même avec Hamilton dans la ligne des puits, le départ aurait été donné quand même. C'est juste que, tu vois, à l'extinction des feux, la ligne des puits serait ouverte. Alors, ça aurait été une relance sans arrêt. Là. C'est ça, sans voiture sur la grille de départ. Donc, non, c'était quelque chose de épique. Mais s'il y avait quelque chose qui n'était pas épique, qu'il était en fait, mais dans le mauvais sens du mot, c'est le carnage du premier tour, alors que Valtteri Bottas a percuté les voitures de Lando Norris, qui a percuté Max Verstappen, et Bottas est allé percuter Sergio Perez, donc les deux Red Bull ont été frappés. Et ensuite, d'un autre côté, il y a Lance Stroll qui a tapé Charles Leclerc, qui a tapé Daniel Ricciardo. Donc, un effet boule de quille. En fait, deux boules de quille sur la ligne, en fait. Alors, résultat, Leclerc, Norris et Perez, en plus de Bottas et Stroll, ont abandonné. Et résultat, Verstappen a perdu un ponton, comme tu l'as mentionné, et a dû rouler avec une voiture complètement endommagée sur un circuit où l'appui aérodynamique était important, très important. Mais toi, tu l'as dit dans tes évaluations rapidement. On va se le dire, Bottas et Stroll, c'est à 0 pointé tout court. Complètement. Non, complètement. J'ai eu de la misère avec les comportements de Stroll. On dirait que pour se protéger de tous ces événements, il a décidé de prendre un chemin qui était encore pire que la piste, et c'était le gazon. Ouais. Un endroit qui est inconduisible déjà à la base du gazon peut être inconduisible dans des moments où il n'y a pas de pluie, là, dans une journée ensoleillée. Imaginez quand il ne fait pas beau. C'est inconduisible et c'est difficile à comprendre pourquoi Stroll a décidé d'y aller de cette décision qui est soudaine. Là. Et ça a causé cet accident de Leclerc qui va être coûteux pour Ferrari, en plus de nombreux points qu'ils ont perdus. Ils vont devoir changer de moteur, changer la voiture, faire des modifications. Tout ça va être très coûteux pour le portefeuille, mais également pour les places en Belgique, parce que ça va forcer Ferrari à obtenir un nouveau moteur qui causera des pénalités lors du prochain Grand Prix. Ouais, le 4e cette saison pour Charles Leclerc. Donc, disons, c'est pas le truc espéré. Puis pour revenir sur Stroll, moi je dois dire, c'est pas tant l'herbe le problème, c'est la décision de juste essayer d'éviter de la mauvaise manière. Moi je pense, comme je l'ai dit en fait sur le groupe Facebook de F1 Québec, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il aurait pu peut-être freiner un peu tôt. L'herbe, je peux comprendre la réaction pour éviter le carnage. Mais je pense que comme Bottas, Stroll aurait pu juste freiner un peu plus tôt. Et en plus, il avait fait un très bon départ. Il s'est même retrouvé devant Vettel. Donc, t'imagines ce que ça aurait donné. La décision de couper, la décision de prendre le gazon fait en sorte que tu coupes le virage et tu rejoins d'autres pilotes qui ont pris le virage de manière respectable. Donc, encore là, c'est difficile à comprendre pourquoi il a pris cette décision-là, mais je comprends que l'instinct, probablement, de Stroll était de se défaire de ce carnage, et ça a été la décision qui a été prise. C'est ça. Et concernant Bottas aussi, tu vois, Michael Massey a dit que si cet incident s'était produit sur des conditions sèches, les pénalités à Bottas et à Stroll auraient été beaucoup plus sévères. Et moi, j'aurais pensé à une pénalité de 10 places. Il y a eu un précédent, justement, Nico Hülkenberg à Spa en 2018. Je sais pas si tu te souviens la fois où Alonso a été projeté dans les airs et a atterri sur le halo de Charles Leclerc. Tout ça a été causé par l'erreur de Hülkenberg. Et il s'est pris une pénalité de 10 places au Grand Prix d'Italie. Donc,
évidemment, il y a un précédent, donc je pense la pénalité donnée aux deux pilotes est juste, considérant la situation. Évidemment, on l'a tellement parlé avec le cas Hamilton Verstappen à Silverstone, la FIA sanctionne l'action et non les conséquences. Et ça, l'action, ça a été juste de causer une collision, ce qui a été vu carrément. Donc, et c'est dommage parce que Lando Norris, c'est son premier abandon de la saison, première fois qu'il ne se retrouve pas dans les points non plus. Pour Sergio Perez, ce sont des points perdus pour Red Bull dans la course au titre, pour Max et surtout pour Max Verstappen, dans une situation où, imagine si Hamilton et Mercedes avaient réussi leur stratégie à la relance, ça aurait été un coup de massue énorme avant les grandes vacances. Alors, oui, Christian Horner a beau dire à la blague il a fait un très bon travail en éliminant les deux Red Bull, mais c'était juste une grosse bêtise de sa part. C'était de la malchance. Ouais. Pourtant, ça fait 2 Grands Prix que de la malchance arrive chez Red Bull. C'est dommage parce que tout allait bien. Maintenant, j'ai réfléchi à ça depuis dimanche et je me dis c'est un bon moment pour avoir de la malchance, en voulant dire que le Red Bull et Verstappen repartent en vacances. Ils vont avoir un mois pour se calmer, pour reprendre leur esprit, respirer et penser aux 12 prochaines courses. Parce que là, il y a eu 11 courses. Hamilton a 6 points de différence ou 8? 8. Je pense que c'est 8. 8. Donc, ça ne représente pas tout le travail que Red Bull et Verstappen ont fait depuis le début de la saison. Évidemment, il y a eu de la chance du côté de Mercedes. Cet incident où Mercedes réussit à s'en sortir avec Hamilton qui était à l'avant de façon très respectable. Donc, il a su éviter tout ce carnage en raison de sa position et de son bon départ parce qu'autrement, il aurait pu être dans ce carnage. Moi, je t'ai écrit aujourd'hui pour être certain de mon information. Ouais. Honnêtement, lorsqu'il est ressorti du bac à gravier à Émilie-Romagne, ça, c'était de la chance et un peu de talent, tu vas me dire, mais il y avait beaucoup de chance. Et ça va être encore un moment marquant et important dans la saison lorsqu'on va regarder tout l'ensemble de la saison à la fin de la saison, que ce soit Hamilton ou Verstappen qui ressort gagnant. Ce moment, pour moi, va être gravé parce que dès le 2e Grand Prix, ça a été un moment important. Mm-hmm. Si Hamilton l'échappait, ouch, ça fait très mal pour la course au titre. Et malheureusement, pour l'instant, Hamilton a toujours su rester quand même stable, constant. Maintenant, ça va être à Red Bull de travailler pour rattraper cette malchance et montrer à Mercedes que cette année, ils sont dans la course pour de vrai, même avec un peu de malchance. Et tu te rends compte aussi, on parle de la chance d'Hamilton, mais aussi de Max Verstappen. Malgré l'éclatement du pneu à Bakou, l'accident à Silverstone et ce bowling, il est juste à 8 points de... Il n'est jusqu'à 8 points de... Comment ça s'appelle? De Hamilton. Donc, la course au titre est encore présente. Surtout dans les 2 prochains Grands Prix, ce sont des territoires hostiles. C'est-à-dire Belgique et Pays-Bas, où il va y avoir la vague orange. Ça va être important de capitaliser pour Verstappen pour rattraper cette dite malchance que j'amenais. Mais c'est vrai que tu as raison de ramener tous ces moments où Hamilton a complètement foiré à Bakou. Et c'est pour ça que c'est une course au titre un peu bizarre aussi parce qu'habituellement, les futurs champions font 1-2 erreurs. Présentement, il y a des tonnes et des tonnes d'erreurs ou du moins de malchance qu'on peut ressortir. Et c'est ça qui fait de ce championnat un championnat intéressant, je trouve. J'ai hâte de voir le futur parce que, écoute, ce mois-ci va être tellement long. Je pense que c'est la trêve estivale qui va me paraître le plus long. Mais écoute, on n'a pas le choix. Ça donne du repos aux mécanos. Moi,
je suis le premier à les vénérer. Sont des hommes et des femmes qui travaillent tellement fort pour les pilotes, pour les écuries, que, bon, oui, il y a les pilotes aussi qui travaillent très fort, là, qui n'ont presque pas de congé, mais eux, ils sont là le jeudi, ils repartent très tard le dimanche, ils voient pas beaucoup leur famille, ils donnent tout pour les écuries, donc profitez-en les mécanos parce que vous le méritez à 100%. Effectivement. Et juste pour dire rapidement, il n'y a peut-être pas de Formule 1, mais il y a la Formule électrique. Je pense qu'il y a aussi le championnat. C'est la dernière. Ce mois-ci, c'est la dernière course de la saison à Berlin. Il y a le MotoGP. Je pense qu'il y a l'endurance aussi. Donc, il y a encore plein de courses automobiles. Il y a les Jeux olympiques aussi. Il y a la Premier League. Hein? Tu pensais que je ferais pas une saison 2021 sans faire une référence à la Premier League? La voilà. Ça commence dans 10 jours. Mais là, on parle, mais tu m'avais parlé d'un jeu de mots sur Twitter. Oui, ben d'ailleurs, ça va être le prochain sujet, d'ailleurs. Ah, OK. Ben, on a assisté pas à une victoire iconique, mais une victoire oconique. Oh non. Je m'y attendais pas du tout. Et voilà, donc... C'est fait. C'est fait. Donc oui, c'était bien préparé. On va parler de cette victoire oconique d'Esteban Ocon. Mon Dieu, 65 tours à avoir un quadruple champion du monde au derrière et il n'a pas fait d'erreur. C'est ça qui est impressionnant. Ocon n'a pas fait aucune erreur. Et tu vois, j'ai vu passer un tweet dans les 48 dernières heures. Ocon et Gasly ont remporté leur première victoire à leur première occasion de gagner et ils n'ont fait aucune erreur. Ils ont conduit comme si c'était pas la première fois qu'ils gagnaient une course de Formule 1. Et c'est ça qui a été vraiment impressionnant. Ocon, surtout sur un circuit qui est sinueux comme celui de Hungaroring, a été capable de rester devant Vettel. Pourtant, je pense Vettel était à genre, même pas, était souvent à moins de 2 secondes de Ocon. Puis à un moment donné, Vettel a même tenté un dépassement. Je sais pas s'il voulait faire quelque chose en essayant de prendre un tour à Kimi Raikkonen, mais Vettel a tout tenté pour battre Ocon, mais ce dernier a capitalisé comme si c'était Lewis Hamilton qui conduisait. Vraiment, je dois dire, malgré tout ce qu'on a dit d'Ocon, malgré les performances qu'il a eues, et surtout avec le changement de châssis qu'il a, Ocon a conduit comme s'il était un champion du monde de Formule 1. Vraiment une performance incroyable. Oui, effectivement, je pense que tu as bien résumé toute sa course. Honnêtement, il s'est retrouvé dans cette position avec tout ce qui s'est passé, bien sûr, mais il y a une différence entre obtenir cette position et la garder, la conserver jusqu'à la victoire, et Ocon a réussi à le faire. Et j'ai été le premier à, disons, ne pas être très, très positif à son égard, et je crois avec raison, mais en fin de semaine, il nous a donné de la grosse course, du pilotage sans faute comme tu l'as amené, parce que évidemment, souvent, lorsque les nouveaux, les jeunes pilotes se retrouvent dans des moments importants comme celui-ci, il est possible que la tête leur joue des tours et fasse des mouvements qu'ils ne devraient peut-être pas, des petites erreurs, des virages coupés, des virages, des roues bloquées. Tout ça a été évité par Ocon et c'est ce qui l'a mené à cette victoire et à ce long périple de 65 tours. Donc, effectivement, ça a été une excellente course, surtout devant l'ancien champion du monde, quadruple champion du monde en Vettel, qui a, comme tu l'as dit, tout tenté pour extirper cette position à Ocon. Mais il a été applaudi par de nombreux pilotes, pratiquement tous les pilotes, parce que ça a été du beau pilotage. Maintenant, comme j'ai dit, cette victoire-là ne fait pas oublier toutes les erreurs et les lacunes
que ce pilote peut avoir. Je l'ai en peu d'estime, mais du moins cette victoire-là, elle l'aide un peu à ressortir, mais en espérant qu'il puisse réussir à capitaliser, oui, sur cette course, il le fait, et à capitaliser sur cette belle performance pour construire pour le futur. Mais tu vois aussi, le truc, c'est que on va s'entendre, la Alpine, moi, je la trouve correcte. Je la trouve elle est correcte. Très, très correcte même. Mais je dois dire, oui, les dernières courses d'Ocon n'étaient pas fameuses. Et on doit dire aussi, il a un double champion du monde de Formule 1, un double vainqueur des 24 heures du Mans, vainqueur des 24 heures des Daytona et tout ça. J'en passe en Fernando Alonso. Mais ça devrait le pousser, tout simplement. C'est ça. Ça devrait le pousser. Ce que je lui reprochais un petit peu avant cette course, c'est que je sentais qu'il ne mordait pas dans l'expérience de pouvoir avoir Fernando Alonso à côté de lui. Et il me paraissait un peu furtif. Mais là, il l'a attaqué et il le mérite complètement. Mais je te laisse finir. Mais en plus de ça, le truc, c'est que, comme tu l'as dit, il doit capitaliser sur cette victoire. Maintenant qu'il sait comment gérer la pression. Et Hungaroring, crois-moi, c'est pas un circuit qui est facile à maîtriser parce qu'on le surnomme le Monaco sans rail. Et ça, pour n'importe quel pilote. D'ailleurs, Fernando Alonso aussi l'a été. Justement, c'est sa première victoire a eu lieu à Hungaroring. Quand tu roules dessus, tu dois rester concentré au maximum. Et je pense que comme ce fut le cas pour Gasly à Monza avec un Carlos Sainz qui lui collait au derrière. De voir Ocon rester zen, Alpine a fait tout le travail et surtout ça va être la prochaine partie, avoir un coéquipier qui, que ce soit directement ou indirectement, t'aide à éviter la poussée rocambolesque de Lewis Hamilton qui pouvait gagner ce Grand Prix. On doit se le dire. Moi, je dois lui dire chapeau. Et puis, je pense, avec le nouveau châssis qu'il a, s'il peut continuer ses belles performances, je pense que on pourra avoir les 12 prochains Grands Prix pourraient être intéressants du côté de Ocon. Mais en tout cas, je pense que on a un très bon duo de pilotes chez Alpine. Oui, effectivement. Puis comme je disais, je pense que l'expérience de Alonso ne peut faire que du bien à Ocon. Et même à Alonso, je pense que Ocon peut lui apprendre à continuer à, je dis ça, mais à continuer à pousser dans le sens de réussir à construire cette voiture, à réussir à donner des bonnes informations aux mécanos pour construire cette Alpine qui, comme tu l'as dit tantôt, est correcte. Ouais. Et tu vois, on va passer au prochain sujet parce que on parle de Fernando Alonso, mais j'ai l'impression cette année on n'a pas eu tant de déclarations incendiaires de la part de l'Espagnol. Moi, je pense que entre le Alonso de 2018 puis le Alonso de 2021, moi j'ai l'impression que son passage. Tu vois pas qu'il a maturé. Je pense que oui. Et je pense que c'est grâce à l'endurance ainsi que le fait de participer au Rallye Dakar qu'il a, disons, adouci. Donc, moi, je pense que il devient de plus en plus sage et c'est tant mieux parce que moi, j'aime beaucoup Fernando. C'est un pilote exceptionnel, mais parfois, j'aime pas dire ça, mais il parlait un peu trop. Et là, je pense... Écoute. Moi, je pense qu'il y avait un Honda aigu. Là. Je pense qu'il n'était tout simplement plus capable du moteur Honda, qui aujourd'hui il fait des flamèches avec Red Bull. Mais c'est ça, je crois que c'est une suite d'épisodes qui l'a tout simplement épuisé. C'est aussi une décision qui l'a mené chez McLaren qui a finalement été très mauvaise de sa part et je pense qu'il commençait à s'en rendre compte et il commençait aussi à être étonné de tout ça. Donc, je pense que sa sortie de la Formule 1 l'a tout simplement... Oui, il l'a maturé, mais l'a permis de respirer, de prendre une bonne respiration et juste de profiter de sa passion, profiter de ce qu'il aime. Et c'est de conduire une Formule 1. C'est de faire ce sport qui est magnifique. Et
je crois qu'Alpine lui offre une voiture, peut-être pas la meilleure, peut-être pas celle qui a les meilleures performances, mais du moins une voiture qui ne le fait pas rager à toutes les 2 secondes. C'est ça. Et justement, ça lui a permis de nous offrir un excellent duel avec Lewis Hamilton pendant 10 tours. 10 tours! Tu te rends compte, Marc-André? 10 tours à défendre une voiture qui est non seulement la plus rapide, mais aussi celle avec des pneus médiums qui étaient tout feu, tout flamme. Mm-hmm. Donc, moi, je dois dire, je comprends tout à fait les fans de l'avoir voté pilote du jour. Vraiment. Effectivement, puis ça nous a donné pratiquement l'une des meilleures courses de la saison. J'ai hâte de voir la suite parce que peut-être qu'on va en avoir d'autres. Mais la façon dont il défendait avec cette précision dans ses tours, et j'étais tellement pas déçu, mais je sais pas comment je me suis senti quand j'ai vu cette petite erreur d'Alonso qui offrait les bras ouverts la place à Hamilton, malheureusement, mais tout ça a été du travail d'Hamilton pour tout faire pour dépasser Alonso, et il n'était tout simplement non dépassable. Il a tellement bien fait, et c'est ce bout-là qui redonne foi que peut-être l'an prochain, on va pouvoir avoir des courses comme ça, et maudit que c'est beau. Ah oui, je suis d'accord. Et puis, comme je l'ai dit, ce duel Alonso-Hamilton, ça, on va en reparler beaucoup au cours de la saison, parce que ça fait on a assisté à 2 des plus grands pilotes de l'histoire de notre génération, en fait, se battre. Même si ce n'est pas pour la victoire, mais c'est pour des positions importantes. Et je crois que vraiment, Alonso nous a prouvé que même à 40 ans, tu es capable d'offrir des performances dignes de ce nom. Et je dois dire quand même, chapeau. D'ailleurs, joyeux anniversaire en retard, Fernando, 40 ans. Ça paraît pas qu'il a 40 ans. Ça paraît vraiment, vraiment pas. Là. Je pense que c'est un éternel. C'est fou. C'est un éternel pilote dans la vingtaine. Là. Juste à voir ça, là, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'il ait 40 ans. Il est encore. Quel homme. Ah oui, quel homme. Mention honorable, Marc-André, à AlphaTauri. Gasly, 5e et Tsunoda 6e. Gasly avec le point du meilleur tour. Gasly a été un des pilotes qui aurait pu être percuté dans cet incident du premier tour, mais il s'est bien repris. Et Tsunoda qui a été éliminé en Q1, c'est ça, qui finit dans les points, une course très propre de sa part. Bon, il a fait un tête à queue qui jusqu'à aujourd'hui est passé inaperçu, en fait, à part pour ceux qui ont F1 TV qui suivent religieusement Tsunoda. Mais quand même, AlphaTauri, mention très honorable à l'écurie italienne. Oui, vraiment. Ils sont ressortis de là également en vainqueurs. Ça n'a pas été une course facile, même avec tout ce qui est arrivé. Mais encore une fois, ils capitalisent sur une chance. Gasly a fait la même chose. À un moment donné, je me disais, écoute, il est en position peut-être pour remporter cette course très rapidement dans la course. Là. Peut-être pas quand tout ça a commencé à dérouler, mais il était bien positionné malgré tout. Il est arrivé quelques incidents, mais tout ça, mais non, vraiment, AlphaTauri m'a impressionné encore une fois. Ils ressortent avec de précieux points dans une course complètement folle. C'est ce que AlphaTauri nous offre depuis le début de la saison. C'est ce que Gasly réussit à faire. Donc, désolé, ça a été vraiment merveilleux pour AlphaTauri dans les conditions où ce que Gasly aurait pu être victime, Tsunoda aurait pu être victime. Ils sont ressortis de là sans rien. Évidemment qu'on ne peut que saluer cette performance d'AlphaTauri. Et fait très intéressant aussi, AlphaTauri, la seule écurie cette saison à avoir marqué des points à chaque course. Donc, ce qui est encore, constance. C'est de la constance. Donc, si elle provient de Gasly à la base. Ouais, à la base, ça provient. Ce qui est merveilleux de ce pilote, c'est que peu importe ce qui se passe, il réussit à sortir
un petit lapin de son chapeau, subtilement des fois, et on ne le voit pas vraiment durant le Grand Prix, il ne fait pas de dépassement extraordinaire, mais il réussit à être dans les points, et c'est ce qu'on veut d'un pilote. J'ai hâte de voir ce qu'il va en suivre de cette carrière de ce Français extraordinaire. Et évidemment, AlphaTauri est 6e et seulement à 9 points de Alpine et de la 5e place. Donc, moi, quand je disais qu'AlphaTauri pourrait être la surprise de la saison, je les voyais peut-être 4e, mais soyons honnêtes, 5e, c'est pas mal non plus. Hein, dans le top, dans la première moitié du tableau. C'est excellent. C'est excellent. Donc, la guerre est là en plus. Ok, on va en parler. Je vais en parler avant. Aston Martin, bon, on a parlé de Lance Stroll. Déjà, bon, sa course a été très courte, son week-end difficile, mais Sébastien Vettel, de son côté, évidemment, il a terminé deuxième. Jusqu'à ce qu'on apprenne que Aston Martin n'avait pas le 1 litre nécessaire pour les inspections d'après-course de la FIA. Et il a été disqualifié. Techniquement, il est deuxième temporairement, mais parce que c'est en appel. C'est en appel, évidemment. Aston Martin croit qu'il reste à peu près genre 1.4, entre 1.4 puis 1.7 litres d'essence. On est très loin du chiffre de la FIA, j'ai hâte de voir. Mais... qui est de 300 millilitres, mais... je veux juste préciser une chose parce que je l'ai dit sur mon compte Twitter, il y en a beaucoup qui sont, évidemment, et avec raison, frustrés que Vettel ait été disqualifié. Mais c'est une règle qui existe depuis des lunes et des lunes parce que évidemment c'est une règle technique. Donc une règle technique qui fait en sorte que on regarde seulement la voiture, pas l'aspect sportif parce que j'ai vu beaucoup de gens décrier la disqualification de Vettel comparée à aux pénalités de 5 places de Bottas et de Stroll dans ce cas-ci sportif. Il faut le préciser parce que... Deux choses complètement différentes. Ce sont deux choses complètement différentes, effectivement. Cette règle du litre, du minimum d'un litre nécessaire, comme j'ai dit, ça existe depuis des lunes. Et d'ailleurs, Vettel a déjà été disqualifié dans le passé pour ce genre d'infraction en 2012 lors du Grand Prix d'Abu Dhabi pendant les qualifications. Et c'est ce qui a mené à une des plus belles remontées de l'histoire de la Formule 1, dans une course folle aussi. Et Lewis Hamilton aussi a déjà été disqualifié pour ce même genre d'infraction. Il a perdu une pole position à cause de ça. Donc, c'est pour un souci d'équité, en fait. Donc, c'est sûr, c'est poche pour les fans de Formule 1 parce que tout le monde était content de voir Vettel sur le podium. Mais les écuries partent sur le même pied d'égalité en termes d'essence. Tu dois ramener un minimum d'1 litre d'essence pour voir s'il n'y a pas eu d'avantage gagné ou s'il n'y a pas eu d'avantage concurrentiel, en fait. Alors, et je comprends peut-être que Aston Martin ne l'a pas fait exprès, parce que je peux comprendre aussi que Vettel a dû pousser énormément pour aller chercher cette victoire. Mais quand même, tu dois t'assurer de bien gérer ton essence. Et de bien gérer aussi le débit d'essence aussi, parce que peut-être que peut-être que Aston Martin dit vrai qu'il y a vraiment eu des problèmes de niveau de régulation au niveau du débit d'essence. Ça peut arriver, mais il va falloir que Aston Martin prouve que c'était bel et bien le cas, parce que ça, c'est très difficile à avoir raison, en fait. Exact. Et tu sais, c'est une erreur qui est commune entre Vettel et l'écurie. Il faut savoir dire au pilote à un moment donné, OK, regarde, là, t'as tout fait, mais oublie pas que tu dois ramener assez d'essence pour la fin. Ce sont des données que les écuries ont en leurs mains. Ils doivent savoir dire au pilote à un moment donné, OK, regarde, là, ralentis, baisse ton niveau de performance parce que tu dois ramener de l'essence. C'est ce qui n'a pas visiblement été fait. Maintenant, est-ce que c'est ça? C'est une erreur de débit? Est-ce que c'est une erreur de
On croyait qu'il y avait tant de litres d'essence, mais finalement, il y en avait moins. Tout ça peut être défendu. Mais à la base, c'est pratiquement une erreur inacceptable parce que c'est très rare qu'on voit ça. Pourquoi? Parce que les écuries sont habituées de gérer le litre d'essence et le niveau. Donc, c'est un peu décevant de voir qu'une telle performance et une telle maîtrise de cette course de Vettel a été un peu gâchée par cette erreur de débutant, pratiquement, là. Un peu insolite aussi. Donc, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, en gros, ben, la disqualification tient encore, mais comme je l'ai dit, on verra. Il faut vraiment que Aston Martin prouve vraiment que il y a eu un défaut au niveau du débitmètre. Puis d'ailleurs, je tiens à préciser que c'était la seule voiture qui était problématique parce qu'on a vu, je pense, que les deux Williams s'arrêter en bordure de piste en fin de course. D'ailleurs, c'est le prochain sujet d'ailleurs. Enfin des points pour Williams. Wow. Enfin. Écoute, si tu me disais que 2020 était une année weird, 2021 en est une. Hein? Nicolas Latifi. Non. Disons que Williams mérite ses points dans le sens où ils se sont vraiment améliorés, mais je te laisse finir. Nicolas Latifi, 3e. Yo, c'est juste incroyable à quel point il était 3e pendant une quinzaine de tours. C'est juste incroyable. Et chapeau à Russell aussi d'avoir, disons, dit de sacrifier ses performances pour prioriser celle de Latifi. C'est incroyable. Ah non, vraiment, Latifi a connu sa meilleure course depuis qu'il est en Formule 1. Mais je suis content qu'on lui donne aussi... on reconnaisse aussi son talent. Je sais que c'est pas le pilote le plus flamboyant, on s'entend. Selon Dan Ticktum, en fait, il y a plusieurs gens qui pensent la même chose que Dan Ticktum, anciennement pilote chez Williams. J'en reparlerai tout de suite après. Oui, Nicolas Latifi peut être un pilote payant, un paid driver. Mais il ne faut pas oublier que c'est un vice-champion de Formule 2. Je sais qu'il y en a qui vont dire que 2019 c'était une année faible et tout, mais tu peux pas tu peux pas quand même être vice-champion tu dois quand même être vice-champion quelque part. Même si De Vries a été exceptionnel, mais pour revenir à Latifi et Williams, vraiment une course propre de sa part, exceptionnelle, pas d'erreur, a été très opportuniste. Russell aussi, en fin des points avec Williams, il en avait déjà dans ce fameux Grand Prix qu'on ne reparlera pas parce que je suis tanné qu'on en parle, qu'on revienne tout le temps à ça, là. Mais très content pour Russell aussi. Je pense que et d'ailleurs, il était très émotif, Russell, après la course, mais vraiment Williams vient de donner un gros coup de pied au derrière à Alfa Romeo et à Haas. Vraiment, je suis content pour Latifi parce que oui, c'était pas des courses solides, mais des courses correctes dans les standards. Puis même le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est peut-être passé inaperçu, mais c'était une course vraiment bonne de sa part. Même si, comme j'ai dit, c'est passé inaperçu, il a été capable de faire le travail. Avant ses points, il avait terminé 11e dans des courses, disons, weird, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, Latifi mérite tous les applaudissements, en fait, pour ses premiers points en Formule 1, en fait. Vraiment, ça a été une belle course et je suis content pour l'ensemble de l'œuvre de Williams. Ça a été des années difficiles où on ne voyait pas le jour, on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel et enfin, cette année, on a vu du potentiel avec George Russell qui sortait des performances extraordinaires en qualification, qui malheureusement, Grand Prix après Grand Prix, il arrivait des petits pépins qui faisaient en sorte qu'il ne pouvait pas être opportuniste et profiter de ses chances. Et enfin, ils réussissent, et pas seulement George Russell, mais en plus Nicolas Latifi, d'entrer dans les points, de réussir à obtenir des points importants pour la lutte au championnat. On sait que plus tu es haut dans le classement, plus d'argent que tu as,
Et on sait que chez Williams, l'argent est important dans le développement de la voiture et ça va pouvoir paraître dans les prochaines années. Maintenant, la course au championnat n'est pas terminée. Il faut s'entendre. Mais tout ça pour dire que ce sont des points importants. Peu importe ce qui va arriver à la fin, cette course va rester dans les annales parce que c'est un peu la sortie de Williams, de la boîte et de tout ce qui est arrivé. Et comment on ne peut pas aimer George Russell après cette réaction touchante. Il est extraordinaire, ce pilote. Il donne le meilleur de la Formule 1 en ce moment. Je trouve que, et je l'ai dit sur mon compte Twitter, mais ça va être difficile d'aimer George Russell et Max Verstappen lorsqu'il va être dans la Mercedes, mais en même temps, mon cœur est près de George Russell également parce qu'il est extraordinaire. C'est un pilote qui, en plus d'être talentueux, a de bonnes valeurs sportives, mais également hors de la piste. Juste le fait qu'il ait dit à Williams, non, regardez, priorisez la course de mon coéquipier. Il est en meilleure position que moi. C'est à lui que revient le mérite de continuer la course comme il le veut. Wow! Ce pilote va être chez Mercedes dans quelques semaines, quelques mois. J'ai hâte de voir ça. Unofficiellement, disons-le. Ouais. C'est pas encore, bon, on va s'entendre. C'est pas encore confirmé, mais je pense que l'affaire est déjà dans le sac, alors, Tu sais, j'imagine qu'il y a un certain Lewis Hamilton qui était quand même content d'entendre ça. Ouais. Ben écoute, à moins que, comme Jacques Villeneuve l'a dit, il décide de faire un échange Bottas-Stroll. Bon, ça paraît farfelu, mais la théorie tient quand même. C'est possible, jusqu'à temps que ce soit fait, c'est possible. C'est possible. Et avouons que Lance Stroll a le talent pour être dans une Mercedes. Là. Selon moi, il manque peut-être quelques... Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Il manque peut-être quelques... Ouais, pas tout de suite, parce qu'on sait que ça n'arrivera pas. Non, évidemment. Jacques Villeneuve n'est pas à son premier rêve et à son premier commentaire qui est un peu farfelu. Ouais, ça c'est vrai. Je l'aime bien, Jacques, mais je pense qu'il n'y a pas de tort. Mais disons, on va lancer un peu, je te le montre, mais j'ai une... on a lancé des fleurs à Russell, on va lui lancer un petit... mon pot de Pepsi, là. Disons, cette idée de dépasser des pilotes dans la ligne des puits à la relance, c'était pas fort. Non. Et d'ailleurs, bravo à Williams de lui avoir dit, redonne les positions, sinon ça aurait été une pénalité, puis peut-être qu'il n'aurait pas marqué de points. Alors, non, vraiment, il va falloir qu'il fasse attention. C'était bien tenté. Mais il aurait même pu gagner, il aurait même pu mener ce Grand Prix, mais je pense qu'il a été un peu trop ambitieux là-dessus. Évidemment. Et je vais lancer un gros pot. Là, c'est pas une canette de Pepsi, là, c'est un pot, c'est un vrai pot. Ah, celui qui était jusqu'à aujourd'hui pilote de développement chez Williams, et il s'agit de Dan Ticktum. Je vais essayer de ne pas sacrer parce que j'ai non seulement il y a de l'écho dans mon appart, mais j'ai des enfants aussi, donc il y a des enfants en bas aussi, donc je vais éviter de dire des gros mots. Mais ce donut, il y a une vidéo de ce donut où il parodie la chanson thème de Scooby-Doo, puis il remplace par Latifi is poo, donc Latifi est de l'excrément. Et il dit aussi, je sais pas pourquoi, Rosberg is a cheat. Je comprends pas pourquoi. Mais aujourd'hui, on a ouais, c'est un gros malaise. On parle d'un champion du monde. On parle d'un champion du monde, c'est ça. Je comprends il y en a qui ont... Juste pour être sûr de parler du bon Rosberg. Ouais, lequel, il y a deux Rosberg qui sont champions du monde. Il ne peut pas en avoir ça non plus. Ouais, Nico Rosberg. On va dire Nico Rosberg. Mais, je sais pas, Ticktum, c'est quelqu'un qui a la réputation d'avoir une grande gueule. Et dans le passé... En piste et dans les paddocks. Et dans les paddocks.
Et en plus, il a été suspendu pendant 1 an, plus d'1 an, je pense même, pour avoir volontairement frappé un pilote en piste à Silverstone. D'ailleurs, je pense que c'est sur YouTube. Malgré le fait qu'il ait gagné 2 fois à Macao, ce qui est un exploit en soi, mais Tictum n'est plus un pilote de l'académie, n'est plus un pilote de développement chez Williams. Même si sur sur Instagram, dans sa story, il a dit, on a décidé de rompre les liens avant l'incident avec Latifi, ce que je ne crois pas personnellement. Même si c'est vrai que c'était fait avant les commentaires à propos de Latifi, je trouve que c'est quand même cheap de sa part, si c'est vrai, de qualifier celui qui était ton ancien coéquipier jusqu'à preuve du contraire de Pooh. Je trouve que c'est pas professionnel. Je comprends, comme j'ai dit, que les gens pensent que Latifi est un pilote payant, mais ça veut pas dire que parce que tu es son collègue de travail que tu as le droit de l'insulter comme ça devant sur Twitch. De toutes les plateformes, tu le fais sur fucking Twitch. Ouais, donc là où tous les secrets sortent. Exactement. Donc écoute, bon, Williams n'a pas confirmé que c'était à cause de ça. Je ne pense pas qu'ils vont le dire, mais tout pointe vers ce moment où il parodie la chanson de Scooby-Doo et dit que Latifi is Pooh. Donc moi je dois dire pas fort, chef. Puis écoute, avec le nombre de chances que des écuries t'ont donné pour, il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu. Sans se rappeler que à la base, c'est un pilote de développement de chez Red Bull. Oui. Rapidement, Red Bull s'est détaché de lui parce que pas une, mais 2 fois. Hein? Il faisait du surplace en raison de ses commentaires, en raison de ses agissements en piste. Mm-hmm. C'est triste à quel point ce pilote a eu des chances dans sa vie de capitaliser et de profiter de son talent, parce qu'il faut pas oublier que c'est un énorme talent. Mais la personne en soi est maladif. Il y a des problèmes probablement dans son comportement qui fait en sorte qu'il est incapable de profiter de ses chances. Et cette fois, j'espère que c'est la dernière, parce qu'honnêtement, c'était vraiment pas fort. Non, vraiment pas. Alors, parce qu'il y a tout plein d'autres pilotes talentueux qui peuvent avoir une place. Et la Formule 1 est un endroit très sélectif. Très sélectif et de chance. Et évidemment, quand tu fais des erreurs comme ça, malheureusement, tu perds ta place, et j'espère que les écuries vont s'en tenir à ça. Oui, je pense que maintenant, si le mot s'est donné, en plus, c'est un bon karma en quelque sorte pour Tictum, parce que le Pooh en question a marqué ses premiers points en Formule 1. Alors, exact. Donc, j'espère qu'il va tirer sa leçon, mais je pense que, écoute, après de nombreuses reprises, j'espère qu'il va commencer à être beaucoup plus mature, parce que vraiment, si ses ambitions étaient d'aller en Formule 1, je pense que ses chances viennent de s'évaporer. À moins qu'il y ait une nouvelle équipe. J'espère. À moins qu'il y ait une nouvelle équipe qui se crée au cours de la prochaine année, mais ça me surprendrait. Alors, je pense que ses chances se sont évaporées. Puis aussi, dernier truc, même si tu es le pire pilote de Formule 1, c'est qu'il a dit, au moins, le pilote en question s'est rendu en Formule 1. C'est ce que j'allais dire. Alors que toi, tu fais du surplace depuis des années. T'es peut-être un des meilleurs pilotes de Formule 2 en ce moment, mais tu es mal placé pour critiquer celui qui est en haut de toi. Exactement. Que ce soit l'argent ou pas qui l'amène là. Il a obtenu ses premiers points maintenant. On dirait qu'il est en manque d'arguments en plus pour apporter ce point. C'est ça, écoute. Ce gars-là, j'ai commencé à être... Honnêtement, je pensais qu'il avait changé cette année, quand c'est arrivé ça. Ce n'est pas comme si c'était Hamilton non plus qui disait que Latifi était un pilote payant. C'est un gars qui est en Formule 2,
qui devrait être en théorie en Formule 1 depuis quelques années par son talent et son potentiel. Et voilà que il a peut-être eu cette dernière chance, on l'espère. Ouais. Ben oui, écoute. Que ça lui serve de leçon. Mm-hmm. Sinon, on va parler de McLaren et de Ferrari pour terminer. En fait, Marc-André, Carlos Sainz a été une bonne performance en quelque sorte, sauver les meubles et surtout que jusqu'à preuve du contraire, là, c'est égalité entre Ferrari et McLaren au 3e rang. Donc, Sainz a marqué des points importants pour Ferrari avec ce podium en quelque sorte, on pourrait dire podium entre guillemets parce que même si Vettel est disqualifié, il reste encore dans le classement en tant que tel. Donc vraiment, je pense que Sainz a été bon lors du Grand Prix de Hongrie, où lui aussi aurait pu monter sur le podium. Hein. Oui, effectivement. Bonne performance aussi de Carlos dans sa bataille avec Fernando Alonso. À un moment dans la course, les deux Espagnols se battaient. Et puis pour Ferrari, ça a été il a sauvé les meubles, comme tu as dit, dans la malchance de Leclerc. On pouvait s'attendre à une excellente performance des Ferrari sur ce circuit parce que c'était un circuit avantageux pour eux. C'est un circuit avec tout ce qu'on peut donner à Ferrari. C'est un circuit qui est bon pour eux. Donc, c'est sûr que ça devait être décevant de voir Leclerc, malheureusement, harponner de cette façon dès le départ. Mais au moins, ils peuvent se dire que Sainz est 4e pour l'instant, peut-être sur le podium. Donc, on verra vraiment ce qui va se passer pour la suite pour Ferrari. Mais non, ça a été une bonne performance en fin de semaine. Et surtout aussi que lors des qualifications, il y a eu cet accident en Q2, donc c'est un bon retour. Mais à l'inverse, McLaren malheureusement très malchanceux. Lando Norris, comme l'a dit, a abandonné. Daniel Ricciardo, il termine hors des points malheureusement, même avec la disqualification de Vettel. C'est dommage parce que lui aussi a été frappé, a été impliqué dans cet incident du premier tour. Et c'est vraiment dommage parce que peut-être Ricciardo avait des chances de marquer de plus gros points avec Lando Norris. Donc, puis on a vu ces fameuses images de Ricciardo vraiment dégoûté après la course. Vraiment, il se sentait misérable et ça, évidemment, que vous soyez fan de Ricciardo ou non, ça fait mal à voir parce qu'on connaît le talent de l'Australien. C'est pas une saison, c'est pas une saison espérée. Vraiment pas. Et au moment où il commençait à avoir des flashs de bonnes courses, ce bowling arrive, alors c'est dommage. C'est dommage, mais au moins, il y a un mois complet pour qu'il puisse se reposer puis recharger les batteries afin de revenir en force pour le Grand Prix de Belgique. En fait, pour le programme trip, parce qu'il y a Belgique, Pays-Bas et Italie, en fait. Exact. Très rapidement, de mon côté, comme je l'ai dit souvent, c'est pas une course, c'est une demi-saison difficile chez Ricciardo parce qu'il est incapable de s'ajuster avec ses freins. Ça donne des résultats extraordinaires pour Norris parce qu'il est en bonne position, mais pour Ricciardo, c'est extrêmement difficile parce qu'il est incapable d'optimiser la performance de cette voiture. J'ai hâte de voir comment il va réagir dans les prochaines semaines, prochains mois, avec cette voiture qui, j'espère, pourra un petit peu mieux la contrôler. Mais oui, effectivement, ça a été une course un peu crève-cœur pour Ricciardo parce qu'on voyait que le potentiel était là de s'améliorer avec cette voiture. Et tout ce drama est venu tout gâcher. Donc non, effectivement, le retour de la pause va être très important pour Ricciardo. Par le simple fait qu'il devra se réagir et montrer pour lui-même, pas juste pour l'écurie, pas juste pour les autres, mais se montrer à lui-même qu'il est capable de contrôler cette voiture et de monter les échelons avec cette voiture.
Exactement. Avant de se quitter, Marc-André, Oui. j'aimerais parler de deux sujets très importants. Et ça, c'est pas des blagues, en fait. La première, les huées, en fait, pendant le week-end. Moi, surtout à l'endroit de Lewis Hamilton, moi, j'ai pas aimé ça personnellement. Je sais que, bon, nous, on est deux Nord-Américains, on voit ça surtout dans les arénas au hockey, entre autres, quand, par exemple, quand, dans mon cas pour les Pingouins, ben, les Flyers de Philadelphie jouent, ou bien quand ce sont les Maple Leafs qui jouent contre le Canadien, il y a des huées. Mais en Formule 1, est-ce que tu trouves ça correct qu'on eue un pilote? Ben, de ma position nord-américaine, c'est une chose qui est pas banale, mais ça arrive tellement souvent ici que euh, c'est pas quelque chose qui m'a accroché, mais je peux comprendre que c'est pas ce qu'on veut pour les pilotes parce que bon, c'est pas la culture. C'est pas la culture de la Formule 1 de huer des pilotes. Mais c'est sûr en tant que Nord-Américain, on le voit souvent. Donc je banalise pas tout ça parce qu'en Formule 1, c'est rare de voir ça, puis on le souhaite parce que c'est pas la nature de la Formule 1, effectivement. Ouais, et puis tu sais moi quand j'étais au Grand Prix du Canada 2013, moi j'ai entendu des huées et je me dis et c'était pour Sébastien Vettel qui avait gagné de plein droit ce Grand Prix. Moi je me suis demandé pourquoi huer un pilote qui a gagné, il est dans son droit. Il y a ça. Et il y a aussi que ces pilotes mettent leur vie en danger pour ton propre divertissement. Tu sais, ils le font pour eux à la base parce qu'ils aiment le sport. Mais le sport est ton divertissement. Ces pilotes mettent leur vie en danger, mettent tout ce qu'ils ont en danger pour que tu sois heureux à la fin d'un dimanche parce que ton pilote, ou du moins, a eu une belle course. Alors que au hockey, ben, ils se mettent en danger pour des blessures, mais c'est rare qu'un qu'un joueur va y laisser sa peau sur la glace. Donc, c'est pour ça que j'aime pas ça voir ça, parce que les conséquences sont beaucoup plus grandes pour un pilote de Formule 1. Et en plus, on a une fin de semaine assez difficile dans le monde de la course automobile parce qu'il y a eu ce gros accident aux 24 heures de Spa. C'était horrible à voir. Puis il y a Jack Aitken qu'on a vu lors du Grand Prix de Sakir qui s'est blessé. Heureusement, c'est plus de peur que de mal. Ben ce sont quelques fractures, mais il va s'en remettre. Mais malheureusement, on a eu le décès d'un commissaire, d'un signaleur à Brands Hatch lors d'une course de tourisme. Puis malheureusement, j'ai vu les images de l'accident et je vous déconseille fortement d'aller voir ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de difficultés à voir du monde huer des pilotes, parce que même si ce n'est pas ton préféré, respecte-le, parce que tu vois, c'est eux aussi, ils font le même sport ils ont la même ambition, ils ont les mêmes objectifs. C'est de gagner. Puis et on sait, la course automobile est un sport très dangereux. Alors, tu peux pas te permettre de le huer ou bien comme on l'a vu malheureusement après les incidents de Silverstone, de souhaiter la mort de un pilote ou de l'autre parce que peut-être tu penses que un a sorti l'autre, ou bien l'autre méritait de se faire servir sa propre médecine. C'est pas correct, ça. Et je trouve que il y a un niveau de toxicité énorme, malheureusement mené avec les réseaux sociaux. Alors, je trouve que le simple fait de regarder une course, moi ça me stresse toujours quand quelque chose arrive, parce que on sait jamais ce qui peut passer et tu peux voir la mort en direct. Alors il faut avoir, comme tu l'as dit, il faut avoir du respect pour le pilote, même que ce ne soit pas ton préféré ou non. Alors moi je pense que c'est quelque chose qui n'a pas sa place d'être. C'est sûr, peut-être nous en tant que Nord-Américains, on a une culture différente parce qu'on
ont eu l'adversaire parce que c'est un combat c'est un sport collectif, tout ça. Bon, la Formule 1 c'en est un. Mais j'ai un peu de mal à huer une personne en tant que telle parce que tu l'aimes pas, tout simplement. Moi aussi. Et le deuxième point, et ça c'est un sujet très épineux. Évidemment, il y a les positions prises par Lewis Hamilton et Sébastien Vettel avec les lois anti LGBTQ+, que ça a brassé avec en Hongrie. Évidemment, Sébastien Vettel a été vu avec un excellent support pour la communauté, avec le chandail Same Love, le drapeau de la fierté, et la FIA qui a décidé de sanctionner certains pilotes, dont Vettel, Stroll et Bottas, pour ne pas avoir disons enlevé le chandail ou quelque chose du genre. Était conforme aux règles, entre guillemets, disons-le. Ouais. C'est décevant. C'est décevant. C'est la Formule 1 craque sous de la pression politique. Ouais. Alors que leur mouvement dernièrement est de rassembler tout le monde. Disons que ça vient donner une faiblesse à tout ce mouvement. Encore une fois, une erreur de la Formule 1, selon moi, je sais pas, d'agir contre leur propre mouvement. We won this race. C'est difficile à comprendre. Maintenant, j'ai hâte de voir dans les prochains Grands Prix à des endroits qui sont chauds, disons. Là. Ouais. Je pense à l'Arabie Saoudite. Est-ce que des pilotes vont vouloir se lever contre les droits de l'homme, pour les droits de l'homme, pardon, en sachant qu'ils peuvent avoir des conséquences comme celle-ci, peut-être. Donc, c'est tout à ça. C'est tout à ça que je pense dernièrement. J'espère que ça freinera pas les pilotes à continuer leurs revendications sociales, comme ils le font si bien depuis que tout ça est mis en place. Et même en Russie aussi, parce que je me souviens, je pense c'est ça, au jeu de Sochi en 2014, il y avait Alpine anciennement, Lotus Renault, qui s'est fait, t'as le community manager qui a été remercié parce qu'il a publié un tweet pour supporter la communauté LGBTQ+, avec deux hommes en train de s'embrasser. C'était à la cérémonie d'ouverture. Le tweet avait été supprimé, je crois, mais la personne a été remerciée. Alors, tu comprends un peu, disons, le problème avec la Formule 1, c'est de véhiculer un message, mais tu le véhicules mal dans des pays où, justement, il y a de l'oppression. Alors, d'abord, chapeau à Vettel et à Hamilton de parler publiquement de cela pendant le week-end. Et j'espère que ça va continuer. Je sais que Hamilton le fait de manière constante, Sébastien Vettel aussi, mais j'espère que tout ce chaos, en fait, ne va pas entacher, en fait, ce combat. Exact. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Très content de revenir. Nous aussi, on est content de te voir. Ah, écoute. Ou de t'entendre, du moins, pour les auditeurs. Moi, exactement. Non, ça a été 2 ou 3 semaines assez compliquées, en fait, mais ça vaut la peine. Alors, semaine prochaine, on va faire la revue de la saison, de la, disons, moitié de la saison, si on peut dire. Donc, on va revenir sur certains moments qui ont marqué cette saison 2021. Mon Dieu, qu'il y en a eu beaucoup. Donc, je pense, Marc-André, toi, tu seras là. Oui, je vais être là. Et Anna Maria aussi, j'espère, parce qu'elle est en vacances. Elle est encore en vacances. Donc, si tu nous écoutes, Anna Maria, on te salue et j'espère que la Gaspésie se passe bien, qu'il fait bon, entre autres. Alors, profite de tes belles vacances, évidemment. Alors, cet épisode
sera disponible sur notre site bulletingp.com où vous pouvez lire évidemment nos chroniques. Je vais essayer du mieux possible de mettre mes tops et contre-performances du Grand Prix de Hongrie. Évidemment, avec tout le branle-bas de combat du déménagement, ça a été un peu difficile. Sinon, on est sur Facebook, Twitter et Instagram @le bulletin GP en un seul mot. Et ce podcast est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, donc Apple Podcast, Google Podcast, où il y a 69 abonnés. Nice. Et sur Spotify et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Ben, un énorme merci à toi et félicitations pour ton retour. On est très contents. Ben, merci beaucoup. Je suis très content aussi de revenir et surtout, au moins, ça va me permettre de mieux, de faire moins d'insomnie maintenant que j'habite loin de mon travail. Pas très loin de mon travail, je veux dire. Alors, mon nom est Abdou... C'est toujours mieux. Ah oui, c'est toujours mieux. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 86, a.k.a. la revue de mi-saison 2021 de Formule 1. Sur ce, profitez de ce magnifique mois d'août. Salut tout le monde!